Il est 9h10 en ce lundi matin, week-end de fête, à fêter évidemment le Paris Saint-Germain. Louis, je sais que vous étiez devant votre téléviseur. Mais oui, on refait le match. On refait le match. C'est assez rare sur cette antenne pour être souligné. C'est même exceptionnel. Et donc j'ai trio d'attaque à ma disposition. Ah oui, là ils sont fin prêts. Ils sont chauds là. Il manque juste la balle en studio. Moi j'espérais qu'il y ait une balle en studio pour refaire vraiment le match. Malheureusement, pas de Désiré Doué à l'horizon. On va vous la laisser, la balle, à l'extérieur du studio. On vous retrouve demain matin. Pierre-Hugues Dubois, merci et bonne journée. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Oui, on ne pouvait pas passer à côté d'un tel événement qui a focalisé l'attention des téléspectateurs et bien au-delà, bien sûr, du monde entier, puisque le Paris Saint-Germain est aujourd'hui le meilleur club européen. Et qu'est-ce que cela change pour le foot français? Est-ce la fin aussi du foot superstar? Désiré Doué, la révélation, a remercié Jésus-Christ, vous l'avez entendu, il a parlé en ces termes. Victoire de Paris ou victoire du Qatar? Et puis à tous les à côté aussi, le foot côté pelouse, certes, mais le foot côté trottoir, avec les deux morts, la polémique sur la sécurité et la politique qui s'en mêle. Et pour en parler, Gérard Regenès, ancien rédacteur en chef de l'Équipe. Bonjour Gérard. Bonjour. Laurent Geoffrin, journaliste essayiste et fondateur du média numérique lejournal.info. Bonjour Laurent. Bonjour. Et François Morinière, ancien directeur du journal L'Équipe, président du directoire du groupe Bayard, président des entretiens de Valpré également. Bonjour François. Bonjour à tous et à toutes. Allez, la question rituelle. Qui avait prévu le bon score? Laurent, vous n'étiez pas loin. J'avais prévu 4-1. 4-1, c'était pour vraiment PSG, tout près. Rapprochez-vous s'il vous plaît. Pour le PSG, 4-1. Voilà. J'étais tout seul, parce qu'on était 4 et tous les autres étaient à 1-0, 2-1, ça, un petit score. Petit score aussi pour vous. Alors, un petit score pour vous, François. Qu'est-ce que vous avez prédit? 2-1 pour l'Inter, donc tout faux. Et Gérard? J'avais prévu, je sais pas, tir au but, par exemple, avec 2 arrêts de Donnarumma. Enfin, j'avais prévu quelque chose de très serré. Gérard est supporter du PSG, donc par définition, il choisit plutôt de... Non, mais... Il est très prudent, Oui. parce que ça, il est superstitieux. Oui, non, comme je suis très mauvais pronostiqueur, je me dis si je pronostique l'Inter, Paris va gagner. Donc voilà, donc j'ai tendance... vous prenez le contre-pied. J'ai tendance, voilà, je prends le contre-pied. Il joue très très bien le contre-pied. Mais non, mais en vérité, Trop bien. c'était un score qu'on ne pouvait pas prévoir, mais c'est comme pour tous les matchs de foot, on est beaucoup trop logique, en fait, les êtres humains. Et le sport, l'un des principes du sport, c'est de défier très souvent toute logique. Donc là, ça a défié toute logique dans le bon sens pour nous, Français, et encore plus pour ceux qui sont parisiens. Mais c'est aussi la magie. C'est la magie, elle a été quand même extraordinaire, même si je dois mettre un petit bémol, c'est qu'on a assisté à un match de Ligue 1 entre Paris contre Angers ou Paris contre Brest, en fait, en vérité, parce qu'il n'y a pas eu d'adversité. Et ça, c'est un petit peu dommage, parce qu'on aurait préféré un match plus serré, mais enfin, on ne va pas bouder notre plaisir à cause de ça. On aurait préféré une finale plus serrée, avec plus de suspense. Finalement, ça a été tué assez vite, le suspense, puisque 2 buts en 20 minutes, c'est d'abord assez rare. Et quand on remonte dans les annales, 5-0, je ne sais pas si ça s'est déjà produit dans une finale de Coupe de Ligue des Champions. Non, c'est la première fois qu'il y a 5 buts d'écart en finale de Ligue des Champions. Est-ce que c'est une revanche, Laurent Geoffrin, d'un système offensif sur un système défensif? Expliquez-nous justement ce qui a justifié votre choix. Moi j'ai une théorie, alors je la Allez-y, exposez-la. soumets à des gens qui sont des spécialistes confirmés, ce que je ne suis pas. Mais moi j'ai commencé à jouer au football quand j'étais gamin, donc dans les années 60. Et à l'époque, il y avait une controverse qui était très violente, parce qu'il y a un club qui avait apparemment inventé, en tout cas mis en pratique, un nouveau système de jeu qui était purement défensif. Essentiellement défensif, consistant à mettre 5 arrières en défense et à mettre des joueurs de contre-attaque en attaque. Ligne Maginot. Alors que habituellement, on jouait à l'époque, il y avait 5 avant, il y avait un avant-centre, 2 inters, 2 ailiers, il y avait des demi, et il y avait que 2 arrières. Hein, c'était une autre conception, une autre philosophie. Et c'est cette équipe qui a gagné, qui a dominé le football italien pendant 10 ans, c'est l'Inter de Milan. C'est-à-dire que c'est la même équipe qui était l'incarnation de ce qu'on appelait péjorativement le béton. Il y avait toute une campagne qui était menée contre l'Inter de Milan et un entraîneur qui s'appelait Elenio Herrera, qui était le théoricien de ce truc-là et qui a gagné beaucoup de matchs. Il y a beaucoup d'équipes qui ont gagné des matchs avec ça, parce que la France, par exemple, en 98, a joué ce système-là et a gagné. Donc super défense. Alors des matchs emmerdants en général, parce que quand on défend, on détruit, quoi. Alors, tandis que les autres qui attaquent sont des gens qui construisent. Et alors le symbole de ça, c'est pour ça que j'ai dit 4-1, c'est qu'en 70, il y a eu une Coupe du Monde au Mexique,
Alors, ceux qui aiment le football s'en souviennent. Et il y avait une finale entre l'équipe d'Italie, qui jouait habituellement le catenaccio, donc le verrou, et le Brésil, qui étaient les artistes, ceux qui attaquaient, etc. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensaient, le Brésil a fait 4-1. Ils ont écrasé, quoi. Donc ça veut dire que l'offensif, l'attaque... Donc là, ce match-là est important défense. pour le jeu, je trouve. C'est que le jeu offensif, qui est de loin le plus agréable à regarder, quand même, faut être honnête, parce qu'on construit, on fait des passes, etc. C'est ce système-là qui a gagné, là. Et donc j'espère que ça fera des petits dans les compétitions de clubs ou même les compétitions entre nations, où les entraîneurs vont se dire, mais finalement, il a trouvé un truc, Enrique, il a trouvé un truc, il a réhabilité le jeu essentiellement offensif, c'est-à-dire imaginatif, créatif, à mon sens, par rapport à la destruction que porte le jeu défensif. Alors, François Morinière et Gérard Regenès sur voilà cette ma théorie. interprétation. Oui, alors ça c'est vrai. En vérité, on n'a pas eu la finale qu'on méritait, et c'est pour ça qu'on a le droit de détester l'Inter Milan, même si on a un petit peu de compassion pour eux maintenant. C'est que l'Inter Milan a éliminé Barcelone en demi-finale, dans des conditions un peu surréalistes, mais c'est souvent le football, on ne sait pas trop comment ça marche, pourquoi ça bascule d'un côté ou de l'autre. Et la finale qu'on attendait, c'était évidemment, pour le jeu, pour le football, c'était PSG contre Barcelone, qui aurait été un match flamboyant. Quel qu'en eût été l'issue, ça aurait été forcément un match flamboyant, parce que... Plus difficile. Plus difficile, c'est facile à dire après coup, plus difficile, forcément plus difficile. Je pense pas que Paris aurait mis 6-0 à Barcelone, mais disons que Barcelone est aussi une équipe qui penche vers l'avant, donc dont les faiblesses sont derrière, mais ils ont des joueurs flamboyants en attaque, notamment le jeune Yamal, qui va rattraper seulement ses 18 ans, je crois, bientôt, et qui est déjà la star mondiale. On a du mal à comprendre comment cet Inter a pu mettre 7 buts à Barcelone. Mais justement, c'est pour ça qu'on nous demande d'analyser le foot. Moi, j'ai fait ça pendant près de 40 ans à l'équipe essentiellement. Donc, j'ai écrit 100 millions de bêtises que j'ai essayé de corriger 3 jours après, parce que le foot, c'est pas de la politique où on vote tous les 6 mois, tous les ans ou tous les 2 ans. C'est qu'on joue tous les 3 jours. Donc, c'est 3 jours après qu'on se prend le boomerang en pleine figure. Et franchement, c'est très drôle de relire, parce que ce que je fais moi pour un livre que je fais annuellement, de relire ce qui a été écrit sur le PSG et Luis Enrique notamment l'automne dernier, par les mêmes journalistes que ceux qui l'encensent aujourd'hui. Mais ça, c'est le jeu, c'est le jeu. On sait très bien, puis c'est que du sport, c'est que du foot, donc c'est pas si grave que ça. Mais il faut savoir que Luis Enrique a été extrêmement dénigré l'automne dernier parce qu'il a été accusé de dogmatisme. Mais le dogmatisme... Qu'est-ce que ça veut dire, le dogmatisme ? Le dogmatisme, ça veut dire qu'on a des idées, à l'évidence, elles semblent ne pas fonctionner, et on les garde, on les maintient parce qu'on y croit. Le dogme, ça a du sens. Le dogme, quand même, c'est pas ici de vous expliquer que le dogme, c'est important. Et que parfois, on peut douter, mais heureusement que le dogme est là pour qu'on puisse se raccrocher à quelque chose de solide. Mais à quoi a-t-il cru qui était il a bon cru d'être maintenu ? À ses idées, c'est-à-dire que, par exemple, après le match aller contre Liverpool, ils ont perdu 1-0 le match aller de 8e de finale contre Liverpool au Parc des Princes, après avoir dominé tout le match. Et Luis Enrique est arrivé en conférence de presse, il est très spontané en conférence de presse, donc l'entraîneur espagnol du PSG. Et il était vraiment assommé, accablé. Et il dit, on a tiré 27 fois, et eux, ils ont éternué une fois, ils ont marqué. Ben ouais, c'est ça le football. C'est ça le football, c'est-à-dire c'est quelque chose de très cruel, parce que on peut tirer 27 fois, mais en face, on peut tomber sur un Donnarumma, sur un gardien, sur des hors-jeux, sur un défenseur, sur les poteaux, ce sont les charmes du football. Et donc, cet automne, après chaque match, et franchement, les résultats n'étaient pas très bons en Coupe d'Europe, il y a eu souvent des défaites douloureuses, ou des matchs nuls un peu moisis. Et il s'est arc-bouté sur ses idées. Et il s'est pris, bien sûr, des volets de bois vert, faut le dire. Mais son idée, Gérard Regenès, quelle était son idée à laquelle il a cru et qui donc a fait ses preuves ? En vérité, c'est pas si novateur que ça. C'est exactement, ce sont les mêmes idées que Pep Guardiola à Manchester City, qui a gagné la Ligue des Champions il y a 2 ans avec exactement le même système de jeu, c'est-à-dire la possession du ballon,
pour le porter vers l'avant. C'est-à-dire ne pas avoir peur de se projeter vers l'avant, de garder le ballon, mais pas par un système simplement de conservation du ballon, c'est-à-dire de ne pas se répéter comme le PSG l'a fait d'ailleurs il y a quelques saisons, où il avait des possessions de balles qui allaient jusqu'à 80%, parce que des joueurs de haut niveau peuvent toujours se repasser le ballon dans leur propre camp, pratiquement pendant tout le match, sans se le faire prendre. Mais ça ne débouche sur rien. Donc là, c'était porter le ballon vers l'avant, et surtout, tout le monde défend. Le jour où Luis Enrique a pris le pouvoir, pour moi, idéologiquement, ça remonte à la saison dernière, après un match de Ligue 1 à Reims. Le PSG gagne 3-0, 3 buts de Mbappé. Faut dire que c'était banal à l'époque. À la fin du match, Luis Enrique déclare oui, bien sûr, les 3 buts c'est bien, mais je ne suis pas du tout content du match de Mbappé. Je résume, ce ne sont pas les mots exacts. Je ne suis pas du tout content de son match, c'est pas ce que j'attends de lui. Alors, ce qu'il attendait de lui, c'est ce que fait par exemple le joueur géorgien qui est arrivé au mois de janvier, qui s'appelle Kvaratskhelia, qui arrivait de Naples. C'est-à-dire qu'il y a un attaquant qui passe son temps à défendre, à faire du pressing. Avec des retours incroyables, comme Dembélé, qui est de la nouvelle star du foot français, qui joue maintenant dans l'axe, puis sur un côté, agresser physiquement, être toujours physiquement. On a vu qu'ils ont beaucoup gêné les dégagements de énormément. Oui, ça, Or, c'est rare dans exactement un match de foot de voir des gens qui vont défendre leur camp dans la surface de réparation adverse. Exactement. Et donc, c'est exactement ce que Mbappé, le credo de Mbappé, on le connaît, il l'a toujours dit, les défenseurs défendent, les milieux miliotent, et les attaquants attaquent. Voilà, ça c'est une grande phrase de Mbappé pour dire, moi, ça ne me concerne pas ce qui se passe derrière. Ça veut dire que Luis Enrique ne voulait plus de Mbappé dans son équipe, de ce Mbappé-là, mais Mbappé, on ne peut pas le changer, il n'a pas 18 ans. Donc, le départ de Mbappé, c'était quelque chose d'extrêmement important pour le PSG. Mais vous semblez dire que c'est parce que Mbappé a quitté le PSG que le PSG a pu gagner ? Pas du tout. Je peux pas affirmer que le PSG n'aurait pas gagné avec Mbappé. Ce que je peux affirmer, c'est que Luis Enrique ne souhaitait pas avoir Mbappé dans son effectif parce qu'il ne correspondait pas à son idée du jeu, à son dogme, finalement, à son dogme. C'est un hérétique. C'est un hérétique. C'est une question d'exemple. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un attaquant qui... c'est compliqué de dire aux autres, faites-le. Donc, la grande phrase de Luis Enrique, ça a été... Plutôt qu'un joueur qui marque 40 buts par saison, je préfère 4 joueurs qui en marquent 10. C'est ce qui s'est passé. Mais pourtant, quand il y a eu le trio Messi, Suarez, Neymar, ça a bien fonctionné. Quand on avait le trio d'attaquants... Pas Suarez. Il y a eu un trio d'attaquants célèbres qui a permis de mettre beaucoup de buts. Ça n'empêche pas, c'est pas parce qu'on a des stars en fait qu'on n'a pas. Ça a l'air de dire en fait qu'on ne veut pas avoir de stars. Pas non plus. Non mais là on les parle stars de Messi. Sont-elles un boulet ? On parle de Messi, on parle du grand Neymar de la belle époque de Barcelone. Oui. On parle du grand Suarez, bien sûr. Les qualités individuelles font faire la différence. Mais ça a l'air de dire que maintenant les stars comptent beaucoup moins que d'avoir des personnes qui sont alignées sur un collectif. Ça a juste l'air de dire que Luis Enrique a des idées et que si on ne rentre pas dans ses idées, on ne peut pas faire partie de son effectif. Et ça ne veut pas dire que Luis Enrique va gagner à tous les coups avec ses idées. Il a perdu des matchs, il va en perdre encore beaucoup. Peut-être que l'année prochaine, le PSG sera éliminé très vite de la Ligue des Champions avec les mêmes joueurs et les mêmes idées, parce que c'est du football. Mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui a eu la force de camper sur ses idées et qu'en tout cas, le fait est qu'elles ont marché, qu'elles l'ont amené au titre dont tous les Parisiens et beaucoup de supporters de foot rêvaient depuis des années et des années. Désiré Doué a-t-il éclipsé Kylian Mbappé, Laurent Geoffrand? La révélation, 19 ans, à 19 ans, on est effectivement de la pâte à modeler. C'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que c'est un système de jeu qu'il a emporté. Alors, et parfois, ils peuvent se faire battre, ça arrive. Et si vous avez en face de vous des avancantes qui savent dribbler 4 défenseurs et qui mettent des buts tout seuls, tant mieux pour eux. Et ça peut expliquer une victoire aussi. Le football, c'est pas non plus un système scientifique. Hein. Mais c'est vrai que là, le premier but du PSG, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc la passe décisive. Il y a une série de passes, et à la fin, ils portent pratiquement le ballon dans le but. Quoi. Ils n'ont même pas tiré. C'est que la dernière passe du plat du pied. La dernière passe, elle met hors jeu le gardien, et le but est grand ouvert, l'autre, il n'a plus qu'à la pousser dedans. Donc ça symbolise... Très près du but. Oui, à 3 mètres. Ça symbolise le système. C'est-à-dire que c'est toute l'équipe qui a porté le ballon jusque-là. Et le buteur, c'est juste une pichenette finale. C'est pas lui qui a fait le but. Mais l'inertie de l'Inter a été quand même surprenante. Quand même, ils ont été étouffés par le fait que les Parisiens défendaient dans le camp adverse.
Ils ont mis la défense dans le camp adverse. Alors, évidemment, ça veut dire qu'ils ont un effectif de gens extrêmement physiques et endurants, qui courent très vite, très longtemps et qui sont très. Et ça veut dire qu'ils ne s'y attendaient pas. Ils ont été pris à la gorge, ils ont pris 2 buts en 20 minutes, et après ils étaient coincés. Parce qu'en plus, dans les systèmes défensifs, si vous prenez des buts au début, vous êtes obligé de changer de système pour rattraper. Donc vous ouvrez le jeu, là, du coup, vous êtes obligé d'ouvrir le jeu. Ouais. Et quand on ouvre le jeu et qu'on n'est pas habitué à ça, on risque de s'en prendre plus. François Morinière. C'est sûr que l'Inter s'était mis en position de défendre en se disant ça va être un match fermé. Et il va pas se passer grand chose, donc il suffit de conserver le ballon, etc. Sauf que le ballon, ils l'ont plus au bout de la 15e minute, quoi. Ils l'ont plus vu, le ballon. Donc à partir du moment où vous avez plus la possession, c'est terminé. Parce qu'après, le pressing va trop vite. Donc, et puis Doué a quand même été un coup de génie en tout cas, sur ce coup-là, l'entraîneur a bien joué, parce qu'il joue pas la finale contre 1, ça va, il rentre en deuxième mi-temps. Et puis Barcola flambe. Donc tout le monde s'attendait à ce que Barcola joue. Finalement, Barcola est remplaçant. Et ce garçon se promène et la vista, quoi. Il a la vista sur ce match-là et il est en vraiment. Pourquoi Luis Enrique l'a-t-il sélectionné il a senti que le type était en forme et il s'est dit il va créer de l'instabilité. Joli coup. Après, ça marche pas. C'est ce que dit Gérard. Des fois, l'entraîneur se trompe. Là, il a raison. Hein. Je me souviens de Luis Enrique, je parle sous contrôle de Gérard. C'était bien le coach de l'Espagne en Coupe du Monde au Qatar. Oui, bien sûr, c'était très décrié, voilà. Parce qu'il jouait sans avant-centre. Voilà. On lui reprochait. Voilà. Et là, il s'est battu pour pouvoir continuer à jouer sans avant-centre. Même entraîneur qui joue avec l'Espagne, qui est championne d'Europe 2 ans après, donc sort en 8e, je pense. Oui. C'est le Maroc. Voilà, fait un match catastrophique contre le Maroc. Et ben, aujourd'hui, il sauve l'Europe, vous voyez. Oui, ça va vite. C'est l'école de l'humilité, le football. Mais c'est pour ça. C'est un coup en haut, un coup en bas. Ce qui est intéressant dans ce match, je parlais de dogme tout à l'heure. Bien sûr, ce que Laurent a expliqué, c'est que l'Inter s'est construit sur un autre dogme et que quand on a un dogme, on n'a pas de plan B. Sinon, ce serait ridicule. Sinon, c'est pas la peine d'avoir un dogme et un plan B. Donc, à l'Inter, il n'y a pas de plan B. Donc, il joue toujours de la même façon, quel que soit le score. Mais là, peut-être qu'il y aura des révisions à faire. Mais c'est pareil pour Paris. Il y a pas. L'entraîneur s'en va, non ? Il s'en va, Simone Inzaghi, non ? Oui, il va aller en Arabie Saoudite. Je crois qu'il a un petit contrat. Il a un petit contrat qui l'attend de 200 millions d'euros par an. Il va se consoler. En tout cas, il a déclaré « On devait faire mieux, moi le premier ». Là aussi, c'est un acte d'humilité. À 5-0, je pense. Contrition. De contrition. Merci, Laurent du Beaujus sur Radio Notre-Dame. Écoutez, il faut quand même... C'est un acte de contrition. Il y a les dogmes, il faut les respecter. Mais je vois comment vous avez réussi à teinter cette conversation sportive de réalité surnaturelle. Mais je vous en félicite. Il y a le côté football. Gérard, je vous arrête parce qu'on va faire Pardon. On va laisser passer les pubs pendant 2 minutes et puis avoir un flash. Et puis je vous garantis qu'on vous redonne la parole juste après. Gérard Regenès, François Morinière et Laurent Geoffrand. Bonjour, je suis Galdric Drapé et je vous propose avec Fabrice Adjadj de prendre 26 minutes pour réfléchir avec l'un des pères fondateurs de la pensée occidentale. Cette semaine, Blaise Pascal et la question « Faut-il que Dieu se cache ?» Matière à penser, c'est une émission de l'Institut Philanthropos les lundis à 18h30 pour vous délasser de votre première journée de travail et le samedi à 10h30 pour bien commencer votre week-end. N'oubliez pas que vous êtes intelligent. Ah, je me sens mieux. Au calme, au chaud. Et puis j'ai vu la différence sur ma facture d'énergie. Pour moi, c'est le jour et la nuit. J'ai eu l'impression de changer de maison. Vous avez envie de changer de vie ? Commencez par changer de fenêtre. Depuis 25 ans, la Maison de la Fenêtre vous change la vie en vous apportant plus de confort, plus de lumière et de vraies économies d'énergie. La pause s'est faite en une journée. Hyper pro. La Maison de la Fenêtre, certifiée Qualibat RGE 01 42 11 03 03 01 42 11 03 03. Bonjour, c'est Bruno Courtois, directeur de RCF Notre-Dame. Comme moi, vous avez été ému et heureux de découvrir le visage de notre nouveau pape Léon XIV. À Rome, à Paris, à Lyon et dans toutes les radios du réseau, nous sommes mobilisés pour décrypter pour vous et avec vous les enjeux de l'Église, les chantiers à venir et toutes les raisons d'espérer. Soutenez-nous financièrement et n'hésitez pas à parler de nous autour de vous. C'est important car plus que jamais, la voix des radios chrétiennes est attendue. Envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, à Paris dans le 14e ou via notre site ou notre application. Merci beaucoup.
9h30, un point sur l'info. Cécile Mérieux, bonjour. Bonjour. Nouvelle chance de pourparlers entre délégations russes et ukrainiennes à Istanbul. La nouvelle rencontre intervient au lendemain d'une vaste campagne de drones contre l'aviation militaire russe, frappant à des milliers de kilomètres du front. Le président ukrainien affirme que jamais son pays n'avait mené une opération à si longue portée. La perspective de mettre fin à la guerre paraît encore lointaine. Pour l'Ukraine, les priorités sont un cessez-le-feu complet et inconditionnel, ce que Moscou refuse. La Russie exige notamment que l'Ukraine renonce définitivement à rejoindre l'OTAN et lui cède les 5 régions dont elle revendique l'annexion. Dans la bande de Gaza, les secours ont annoncé qu'au moins 31 personnes avaient été tuées par des tirs israéliens hier, près d'un centre de distribution d'aide humanitaire. L'armée israélienne nie tout incident. Jour d'élection au Mexique, les électeurs étaient appelés à désigner tous les juges du pays jusqu'à la Cour suprême. Un scrutin unique au monde promu par la gauche au pouvoir afin de lutter contre le crime organisé. Élection aussi en Pologne, cette fois-ci pour la présidentielle. Selon les données de la Commission électorale nationale, Karol Nawrocki a remporté près de 51% des voix au second tour de l'élection. À 42 ans, l'historien nationaliste et admirateur du président américain Donald Trump, les résultats mettent en évidence la polarisation dans le pays membre de l'OTAN et de l'Union européenne. En France, le Sénat se penche aujourd'hui sur une proposition de loi pour freiner la fast fashion. Après avoir longtemps traîné au Parlement, le texte entend légiférer contre cette mode éphémère ou jetable, expédiée à prix cassé depuis la Chine. Et enfin, jour J pour les élèves de terminale, l'heure du verdict approche. Les premiers résultats de Parcoursup tomberont officiellement ce soir à 19h. La plateforme d'inscription post-bac a recueilli presque 1 million de vœux cette année. Merci Cécile Mérieux. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Allez, encore PSG côté crampon. On va en parler avec Gérard Regenès, François Morinière et Laurent Geoffrin. Gérard, je vous avais interrompu d'ailleurs juste avant. Oui, non, mais c'est pas. Non, vous mais avez c'est bien important. fait. Non. J'ai dit des bêtises en moins comme ça. Non, je veux dire, ce qu'au-delà du match lui-même et du résultat, bon, on peut toujours analyser un match, mais ce qui me paraît plus intéressant, c'est comment le PSG est arrivé. Il faut voir que le PSG est un club qui a été beaucoup décrié aussi, et qui l'est toujours, par son investisseur, puisque c'est ce qu'on peut appeler un club État. C'est le Qatar, qui, par le biais d'un fonds d'investissement, mais enfin qatari, qui est arrivé il y a 14 ans, qui a pris ce club. La première déclaration du président, qui n'a pas changé, qui s'appelle toujours Nasser El-Khalifi, depuis 14 ans président, ça avait été: on se donne 5 ans pour gagner la Ligue des Champions. Ça prouvait qu'il avait beaucoup d'ambition, que c'est pas si facile que ça. Mais voilà, cette victoire était inexorable. Elle devait obligatoirement arriver parce que l'argent, ça compte. Il y a 3 exemples récents de clubs qui sont venus se mêler à la lutte parmi les grands anciens clubs traditionnels que sont le Real Madrid, Manchester United ou le Bayern Munich ou la Juventus de Turin, qui sont les grands clubs, Barcelone bien sûr, traditionnels de la Coupe d'Europe. Il y en a 3 qui sont arrivés au XXe siècle, dans notre époque contemporaine plus récente. C'est Chelsea, du milliardaire russe Abramovich, donc le foot à fond perdu. Manchester City, Abu Dhabi, un fonds d'Abu Dhabi, à fond perdu. Le Qatar, Paris Saint-Germain. En 2021, Chelsea a gagné la Ligue des Champions. En 2023, Manchester City a gagné la Ligue des Champions. En 2025, le PSG a gagné la Ligue des Champions. Mais c'est pas du foot, c'est du golf en fait. Mais c'est pas que c'est pas du foot, c'est-à-dire au-delà d'un match qu'on peut analyser, il faut savoir pourquoi et comment on en arrive là. C'est pas juste le hasard. C'est pas juste le hasard. C'est que l'argent, ça a du sens. Mais je croyais qu'il y avait une règle selon laquelle le club devait compter sur ses propres recettes. Mais bien sûr, mais sur ses propres recettes. Pas seulement par des investissements à fond. Oui, sauf que le maillot du Qatar, il y a eu tout un débat sur le sponsoring de Qatar Airways et du fonds de. Ah oui, d'accord. Il y a des moyens indirects. Alors, les moyens indirects, c'est de faire venir Neymar, c'est de faire venir Messi. C'est-à-dire, c'est tout le côté marketing, le côté économique qui fait rentrer énormément d'argent par des tournées qui sont faites à l'étranger, par des ventes de maillots qui sont, on se rend même pas compte le nombre de maillots qui sont vendus, l'argent que ça rapporte, par des hospitalités au stade, c'est-à-dire des loges qui sont vendues à prix d'or,
par toute une image des boutiques dans le monde entier. Le PSG a des boutiques dans le monde entier. À New York, sur la 5e avenue, il y a une boutique du PSG. Mais la valeur du club a fait x10 en Ah bah oui, parce 14 ans. qu'ils l'ont acheté combien 40 50 millions d'euros à Colonie. Et ça vaut aujourd'hui 4 milliards, je crois. 5 milliards. 5 milliards. Il est quasiment au niveau du Real Madrid, ceux qui vaut le plus. Les Qataris ont gagné d'abord le pari économique avant le pari sportif. Bien sûr. Mais s'ils revendent le club, ils rentrent dans leur fonds. Ah bah rentrer dans leur fonds, je ne sais pas combien ils ont dépensé depuis. Il faudrait voir la somme de cash flow. Mais en vérité, c'est pas tellement leur problème. Attendez pas en même temps, effectivement, la question Laurent Geoffrin. On dit qu'ils ont dépensé au moins 1 milliard, mais peut-être plus. Sans doute plus. Mais en vérité, dire. Mais s'ils le vendent 5 milliards, ils récupèrent leur argent. Oui, ils récupèrent que le Qatar récupère son argent. C'est pas vraiment une problématique du Qatar. C'est moins artificiel, du coup. Non, bien sûr. Non, il y a des barrières, il y a des règles financières, ce qu'on appelle le fair play financier, il faut rentrer dedans. Parce qu'il y a eu un scandale, parce qu'on les avait accusés de gonfler leurs recettes. Exactement, à cause de ce contrat de Qatar Tourisme qui était considéré comme hors norme et pas conforme. Mais plus on génère de recettes, et plus on a le droit de dépenser. Or, le PSG, économiquement, a réussi à générer des recettes de façon incroyable. Parce que l'histoire du fair play financier, c'était en 2013, 2014. Oui, mais ça existe toujours. Les règles oui, non, mais à l'époque, ils étaient sous contrôle. C'était à l'époque où Michel Platini était à la tête de l'UEFA. Maintenant, ils passent très bien le contrôle financier parce qu'ils ont des recettes considérables. Donc, cet investissement qu'ils ont fait pendant 15 ans, aujourd'hui, certainement qu'ils retrouvent leur argent. Est-ce que ça a un sens d'avoir le Paris Saint-Germain qui joue en France avec pareil... C'est un petit peu stupide, mais il y avait l'idée de se dire, vu le niveau du club, il faudrait qu'il ait des adversaires européens toute l'année. Et que jouer en France, ça n'a pas beaucoup de sens avec les déséquilibres de budget. de ligue fermée et de Super League, c'est ça. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça a du sens de le faire jouer dans cette compétition française avec les tels déséquilibres qu'il y a entre les clubs et des déséquilibres de format budgétaire en particulier? Aucun club ne peut rivaliser avec le PSG. Il ne peut pas jouer tout seul quand même. Ben oui, non, mais en Allemagne, le Bayern Munich, c'est 13 titres de champion sur les 14 derniers championnats. Voilà, mais bien sûr, aller demander aux gens... Est-ce que l'OM, est-ce qu'à Lyon, on a envie que le PSG aille jouer ailleurs? Non, c'est pour eux, c'est important de défier. C'est toute notre histoire, c'est toute notre culture et c'est tout notre business aussi, bien sûr. Alors la Super League, c'est tentant. On regroupe les 16 meilleurs clubs européens et on fait un championnat qui sera en vérité en parallèle de la participation à un championnat national, mais avec plutôt des réservistes qui joueraient le championnat national. Mais oui, ça a du sens économique. Ça n'avait pas été admise cette idée, hein. Elle avait été, cette idée a été retoquée notamment par les supporters qui trouvaient que c'était pas normal. Et notamment par le président du PSG, qui se bat beaucoup contre. Mais après, bien sûr, ça a du sens. Hein. Faut pas dire que ça a aucun sens. Parce qu'on se dit que l'année prochaine, automatiquement, le PSG sera de nouveau champion de France. Oui, mais à chaque fois qu'il vient, c'est très prévisible maintenant. À chaque fois qu'un club le reçoit, c'est un événement du coup. C'est ça. Et puis chaque club se dit, tiens, peut-être que cette fois-ci, on va pouvoir le battre. Est-ce qu'il fera encore un événement? C'est important de pouvoir détester Paris aussi en France, même si là pendant 15 jours ils seront un petit peu moins détestés, mais enfin ça va revenir. C'est un sport national que de détester Paris. Sur le Qatar, c'est incroyable le paradoxe, parce qu'en fait il y a plusieurs Qatars dans l'esprit des Français. C'est-à-dire il y a le bon Qatar, c'est-à-dire celui qui... C'est comme le cholestérol. Celui qui finance le PSG, donc ça c'est le bon Qatar. Alors il a reçu à l'Élysée quand même, hommage appuyé du président de la République française. Qui a des champions frères. Non, mon frère, pardon, parce que c'est pas tout à fait pareil. Hommage appuyé au représentant d'une monarchie absolue qui applique la charia tous les jours. Hein. C'est ça la vie interne du Qatar. C'est une dictature traditionnaliste, wahhabite, comme on dit. Enfin, c'est le terme technique. Et alors ça, c'est le bon Qatar. Le mauvais Qatar, ou le Qatar ambigu, c'est celui qui finance le Hamas, quand même. En tout cas, il est accusé d'avoir financé le Hamas. Mais on dit trop rien, parce que c'est aussi l'endroit où on peut trouver un terrain de discussion entre les protagonistes. Et alors, il y a le Qatar diabolique, maléfique, etc., dont on parle plus maintenant. Hein, qui parle aux Afghans, qui est celui qui est accusé par toute la droite et l'extrême droite de financer à fond perdu les frères musulmans qui font de l'entrisme partout, dit-on. Et quand Emmanuel Macron a dit champion mon frère, qu'est-ce que ça veut dire? Champion frère musulman ou champion mon frère? Non, c'est une blague interne au PSG, je crois, au départ, où c'est devenu une espèce de phrase connue. Il a tous les insights, il sait tout du club. Non, je sais pas tout. Non, mais le président. Macron, il est marseillais, mais il connaît tout. Il a fait un numéro, moi je m'y connais, vous allez voir. Non, mais c'est pour ça que c'est très intéressant. Le PSG, parce qu'il faut aller bien au-delà de ce match de foot. C'est très intéressant parce que ce que vient de dire Laurent, c'est très important. C'est-à-dire que le Qatar concentre tous les
contradiction qui même nous habite nous, c'est-à-dire je t'aime mais je te déteste, mais je peux pas me passer de toi, mais je voudrais que tu disparaisses, et ça c'est passionnant. Ça c'est une stratégie, alors là c'est pas 15 ans, c'est 30 ans de stratégie, c'est-à-dire c'est depuis 96 le changement de régime, ils se sont dit on peut être ratiboisé de la carte comme a été le Koweït. La seule façon pour qu'on puisse exister, c'est par le sport et c'est par l'information. Donc on va faire du sport et on va faire Al Jazeera. Et c'est comme ça que la grenouille se fera plus grosse et qu'on aura une présence dans le monde qui sera infiniment supérieure à notre taille et on sera incontournable. Oui, si on nous attaque, ça fera, fera du bruit. Et l'Arabie Saoudite a compris que c'était le bon plan. Voilà, mais et ils font pareil depuis quelques années. Ils l'ont compris depuis 5 ans, alors que les Qataris, ils l'ont compris au changement de régime. C'est le Koweït qui les a fait réagir en disant ils ont été rayés de la carte en 3 semaines, ça peut nous arriver demain matin par les Iraniens et les Saoudiens, il faut qu'on existe autrement. C'est une sorte de bouclier en fait. Bien sûr. Le bouclier du sport. Et aussi une façon de gagner la légitimité, comme dit Laurent, en disant finalement, ça crée de l'ambiguïté, puisque c'est pas tout blanc tout noir. Le Qatar n'a aucune raison de vendre le PSG maintenant, si? On peut se dire, une fois arrivé au sommet, Gérard l'a dit, qu'est-ce qu'il peut espérer le Qatar 4-5 milliards pour eux, c'est pas un sujet. Non, mais, oui, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Il y a qu'à tourner le robinet un petit peu plus et en 24 heures, ils récupèrent leur argent. Est-ce qu'il y a des acquéreurs potentiels? Ah oui, il y a des fonds américains, je pense qu'il y aura toujours. C'est une très belle marque, donc marque mondiale. Ça attire les milliardaires qui ne savent pas quoi faire de leur argent, parce que ça leur donne une notoriété qu'ils n'auront jamais dans leur secteur. Ils vont vendre des ronds à béton, ça fait rêver personne. Oui, bien sûr, mais vous possédez un club de foot, là, tout le monde parle de vous, en tout cas dans la presse locale. Et puis le mot important, c'est François qui vient de l'utiliser, c'est une marque. C'est une marque, c'est pas un club de foot, c'est une marque. PSG, c'est une marque. Surtout avec cette finale. Donc ils vont encore en vendre plus, donc ils vont encore gagner plus d'argent. Donc pour l'instant, ils sont plutôt à se dire ça marche. Aucun club aujourd'hui. Est-ce que ça pourrait donner des idées à des investisseurs de se dire il faut remonter Marseille, remonter Lyon pour essayer de se mettre au diapason du PSG et essayer de créer. Ce qu'ils essayent de faire, de profiter en fait de la notoriété du PSG en France. C'est pour ça que McCourt ce sont des Américains qui possèdent Lyon et donc et ils ont fait la même. Ils ont fait le calcul en se disant on peut se faire attirer par le locomotive PSG en créant un club, etc. Sauf qu'aujourd'hui, sportivement, ils n'y arrivent pas. La différence aussi, c'est... Et pourquoi n'y arrivent-ils pas? Parce qu'il n'y a pas assez de milliards derrière ou... Ouais, et puis... Non, mais c'est plus difficile d'attirer aussi, ne serait-ce que des joueurs. Là, on parle de Paris. C'est-à-dire, nous, on vit à Paris, ça nous paraît banal. Mais enfin, Paris, dans le monde entier, c'est une ville extraordinaire. C'est Paris. Vous allez dire, Lyon, c'est quoi Lyon? C'est quoi aller aux États-Unis? Aller dans l'Iowa, aux États-Unis, parler de Lyon. On va vous dire quoi? C'est un animal, c'est... Lyon, mais Paris, vous vous rendez compte, et ça a été le coup de génie du Qatar, c'est venir prendre Paris. Paris, c'est la Tour Eiffel. Et puis je pense qu'après, il y a quand même une question aujourd'hui, il y a une question de ticket de jeu qui fait que probablement McCourt, aussi riche soit-il, avec quelques 2,5 milliards de fortune, notre ami Textor qui vend des clubs, on comprend très bien, avec des dettes par-dessus la tête, ils n'ont pas du tout la même stabilité et la puissance financière d'un Qatar, d'un PSG. Vous voyez, je ne sais pas si McCourt, il est prêt à mettre 300 millions d'euros encore en cash, je pense pas. À Lyon, on est quasiment sorti de route. Donc, vous voyez, la limite financière de ces gens-là, elle est là aussi, dans un match quand même où la course à l'armement est considérable. Et il y a un autre club à Paris, Paris FC, qui va monter. Avec beaucoup d'argent. Avec beaucoup d'argent. Ça relance, parce qu'il n'y avait pas 2 clubs à Paris, ce qui est quand même invraisemblable. C'est bien ça. Ça relance un peu l'intérêt pour le... Ça va créer une forme d'émulation ou pas? Pas tout de suite, mais oui, ça va faire des derbys, ça va faire parler, ça va être... Dans les grandes villes, souvent, il y a des derbys. Milan FC, Inter de Milan... Ça va être les deux extrêmes, l'argent d'un milliardaire français contre l'argent des Qataris. Ça a existé dans les années 80, quand Jean-Luc Lagardère a lancé le Matra Racing, qui était en première division. Ça s'est terminé en fracas en 1989. Il a déposé les armes, c'est-à-dire déposé le bilan. Ça veut dire qu'un milliardaire n'est pas sûr de réussir. Et alors là, ce qui est drôle, c'est que on est avec la famille Arnault. Donc, il faut savoir que Bernard Arnault, c'est la première fortune de France, qui a racheté donc le Paris FC, qui va jouer à 20 mètres du Parc des Princes, au stade Jean-Bouin. C'est la 5e fortune mondiale. Mais là, il a trouvé à qui parler, parce qu'à côté du Qatar, ça reste un tout petit. En vérité, ça rend modeste. Et puis surtout... alors là mais c'est vrai que pour le moment, il y a encore un monde d'écart entre les deux clubs. Puis, parce que dire on a de l'argent, mais construire une équipe qui gagne, c'est encore autre chose. Et puis il y a quand même un côté... il faut être un peu joueur de poker pour faire du foot. Est-ce que la famille Arnault est joueuse de poker? Je ne pense pas du tout. Donc, est-ce qu'ils vont aller jusqu'à l'excès? C'est pas leur style. Pourquoi s'est-elle lancée, à votre avis? Parce qu'ils ont, franchement, parce qu'ils ont beaucoup aimé les Jeux Olympiques. Ils ont senti que le sport était un levier d'engouement populaire, de réceptacle pour leur marque. Et je pense qu'assez naturellement, ils se sont dit, la minute, le football, ça a l'air sympa. Et donc, je pense qu'ils sont un peu...
il y a un petit côté, on essaye. Alors, engouement populaire, vous l'avez dit. Côté trottoir, on a vu que cette soirée avait quand même été délicate, avec aussi, comment dirais-je, une forme de déclinaison politique qui a un peu envenimé la manière dont cet événement a été perçu. 2 morts, plus de 500 interpellations, des policiers et des sapeurs-pompiers blessés, des scènes de pillage à Paris, alors que la chose semblait très prévisible. J'entends, l'événement était très prévisible et avait sans doute été prévu. Il y avait quand même 5400 policiers et gendarmes mobilisés dans la capitale et en petite couronne. Mais des voix politiques ont clairement dit que c'était sous-dimensionné, c'est en particulier du côté du Rassemblement national, mais aussi la France insoumise s'y est mis dans cette histoire. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de ce feuilleton aussi politique, Laurent Geoffrin ? C'est vrai que c'est extrêmement choquant et que tous ces gens-là qui ont pillé ou qui ont attaqué les policiers et qui ont causé des accidents, etc., ça doivent être sanctionnés très sévèrement. Ce que dit Emmanuel Macron, qui va être impitoyable, semble-t-il. Il a raison là-dessus. Par contre, on peut commenter, d'abord, dire 2 choses. Les morts, apparemment, on n'est pas sûr que ça soit lié au football, ni même à la soirée. Il y a la personne qui s'est fait poignarder, là, le procureur, me semble-t-il, a dit, je ne sais pas si c'est lié à la cérémonie, enfin, aux festivités d'après-match. Premier point. Et quant à l'accident de voiture, là, contre un scooter, il y a des accidents, il y en a souvent, et quand il y a beaucoup de gens dans la rue, il y a qui marchent sur les chaussées, il peut y avoir des accidents. C'est pas forcément lié à des violences provoquées par des émeutiers, vous voyez. Disons en langage de journaliste, on dit en marge quand on est journaliste. Oui, c'est ça. Alors, donc on dit il y a 2 morts comme si c'était les émeutiers qui avaient tué des gens. C'est pas forcément le cas. Et les morts, il y en a eu aussi en 98, au moment de la Coupe du Monde, quand la France a gagné. Et il y en a eu en 2008, avec des émeutes. Donc c'est pas nouveau non plus. C'est pas pour dire que c'est pas important, c'est important. Et il faut surtout pas s'habituer à ce genre de choses. Mais parce que j'entends Monsieur Lisnard dire on peut plus faire la fête après les matchs de foot, mais on pouvait pas non plus avant de ce point de vue-là. C'était pareil. C'était pas très différent. C'était pas une découverte. Pas une découverte. D'ailleurs, ce qui est d'ailleurs un paradoxe, c'est parce que tous les gens qui sont intervenus les plus durement sont des gens de droite. Mais qui gouverne la France depuis 10 ans ou même plus. C'est pas que la gauche, c'est aussi la droite. Donc c'est un échec de la droite si les violences perdurent. On en veut à Bruno Retailleau, on essaie de lui savonner la planche. Le Rassemblement national, oui. Alors, ils ont un problème avec Retailleau, parce que Retailleau a à peu près le même langage qu'eux, et il est populaire, et ils se disent, bon, ça y est, il est en train de nous manger la laine sur le dos. Et puis il faut le décrédibiliser. Il faut dire qu'il parle et qu'il ne fait rien. C'est pas vrai qu'il ne fait rien, mais Retailleau, lui, en rajoute dans le vocabulaire. Je pense qu'il a tort, là. L'histoire des barbares, là. Oui. Alors, quand on dit ça, on a l'air de dire, de contester la réalité de la violence. Pas du tout. On voit bien que la violence monte dans la société, c'est très inquiétant. Mais utiliser ce mot tel qu'il l'a fait, les hordes barbares qui déferlent, il a dit ça. Bon, il dit, mais les barbares, regardez dans le dictionnaire, ça veut dire des gens très méchants, cruels, violents, etc. Mais c'est pas tout à fait vrai. Quand on regarde le dictionnaire, il y a une autre définition. Les barbares, c'est les étrangers. C'est même l'étymologie du mot. Barbaros, en grec, c'est les étrangers. Et chez les Romains, c'était pareil. Et donc là, il désigne une catégorie de la population. Il peut toujours dire que non, mais sauf que tout le monde comprend. Et je trouve ça, c'est contestable. Autant il pourrait dire voyou, il pourrait dire délinquant, il pourrait dire casseur, tous les mots sont permis. Vous pensez que ça identarise le débat? Mais c'est ce qu'il veut. Il l'a dit d'ailleurs. D'ailleurs, c'est intéressant parce que là aussi, sémantiquement parlant, il dit voilà, il faut être impitoyable avec ces gens-là, mais ça vient de loin. Donc il cherche des explications sociétales, en disant les institutions qui auparavant encadraient la société ont toutes été détruites, ce qui n'est pas tout à fait vrai, enfin, peu importe. Mais alors, si c'était quelqu'un de gauche qui avait dit ça, vous savez, la violence des jeunes vient de causes plus profondes. Immédiatement, la droite tombe dessus en disant « Ah, c'est la culture de l'excuse. Vous y cherchez à expliquer ce que font les casseurs par des considérations fumeuses et sociologiques. Tout ça, c'est pour excuser pour dire que c'est pas entièrement de leur faute. Mais quand c'est Retailleau qui le dit, alors là, on dit « Ah ben, il a raison, c'est vrai que la société se délite. » Oui, il y a 2 poids 2 mesures là dans le discours public. Ce qui compte, c'est qui le dit finalement. Et en plus, les causes qu'il donne, c'est des causes parce qu'il pense qu'il y a une décadence de la société française, qu'elle a oublié ses principes traditionnels, etc. Mais il oublie de dire aussi qu'il est
peut-être, éventuellement, on ose à peine le dire, que les inégalités sociales jouent un rôle aussi là-dedans. Le fait qu'il y ait une population plus pauvre qui est concentrée dans des cités où la vie est quand même difficile, ça peut jouer un rôle aussi dans l'émergence de la violence. Mais si je dis ça, on va me dire, c'est culture de l'excuse. Donc, François Morinière et Gérard Regenès, par rapport à ce que nous dit Laurent Geoffrin. François. Non, mais comme dit Laurent, la violence, elle est infiniment regrettable et condamnable, et c'est absolument anormal qu'on casse tout pour un match de football, ça vaut pas la peine. Enfin, je veux dire, qu'on casse tout pour des raisons, et peut-être des bonnes raisons, mais celle-là, c'est une mauvaise raison. Donc, on vient salir le football avec des histoires de violence qui n'ont rien à voir avec le sport. Donc ça, c'est la première chose. Moi, ça me fait de la peine parce que le sport, c'est tout le contraire de ça. Et après, on est dans la surenchère, les invectives, et donc après, c'est le jeu politicien qui se met en route avec un homme politique qui est en train de prendre de l'ampleur, mais qui se retrouve aux manettes de l'intérieur et donc exposé à toutes les critiques. Et donc, du coup, il faut qu'il réagisse. Alors, comme dit Laurent, qu'il a eu ce mot-là peut-être déplacé. Après, c'est la limite de son jeu, c'est-à-dire est-ce qu'il peut rester comme il est aux manettes et en même temps avoir une vision pour des élections. À un moment, ça pourra pas tenir. Et évidemment, le Front National fait tout pour lui savonner la planche parce que c'est un ennemi, c'est l'ennemi juré, parce que il est capable de leur prendre des voix. Donc voilà, c'est ce combat-là qu'on a vu. Mais moi, je reviens à mon premier point. Voilà, le sport, ça ne mérite pas qu'on casse des vitrines, ça doit être un moment de fraternité. Mais le football, et comme le dit Laurent, ça touche des cités, ça touche des gens qui sont dans une situation complexe. Et donc là aussi, on compare le football au sport. Ce matin, j'entendais, je sais pas le où, sport de tout le monde. Et elle disait, ah bah oui, Bec de Bordeaux, il n'y a pas eu de manifestation. Bah oui, bien sûr, mais c'est pas la même population. Oui, Bordeaux, ça parle pas aux gens qui sont dans les cités, qui sont au chômage, qui n'ont rien à faire, qui sont prêts à se bagarrer pour un oui, pour un non. Bah oui, c'est pas la même culture. Bah oui, mais du coup, on dit quoi? Donc on stigmatise le football, alors que le football, c'est le sport de tous. Comme dit Michel Platini, tout le monde peut jouer au football. Le rugby, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est le sport qui touche toutes les catégories. Il n'y a pas un lien, j'allais dire, ontologique entre le foot et la violence, quand même, en tout cas, avec, parce que c'est le sport de avec tout les le monde. supporters. Le stade du Ezel, c'est quoi, 1985? Oui, mais vous jouez au football à la favelas avec une capsule de bière. Oui. N'importe qui peut jouer au football. Le plus pauvre, le plus illettré, tout le monde. Au rugby, c'est 150 règles à comprendre. Je veux dire. Oui. Et puis il faut de la pelouse. Voilà. Le basket, faut un terrain. Le basket, faut un terrain. C'est des règles très compliquées aussi. Et voilà. Le foot, c'est le sport de tous. Donc ça touche aussi des catégories qui sont des catégories, voilà, avec des gens qui sont violents, ouais. Parce que c'est un sport universel. Gérard, sur la politisation de cette finale. Là, je vais vraiment m'engager. Vous sortez le joker? Non, rien de plus et surtout rien de mieux à dire que Laurent et François. Ça vous énerve? En fait, ça non, ça m'énerve pas du tout. Voilà. Non, mais la politique, oui. Mais non, mais moi, j'ai pas d'opinion sur tout. Ce que je viens d'entendre me paraît très sensé, très intelligent. Voilà. J'espère que c'est le cas pour les auditeurs. C'est gentil. Merci, Gérard. On a bien fait de venir. Heureusement, il y a Gérard qui est là. On reviendra, du coup. Bon, juste, je voulais terminer par les mots de Désiré Doué qui a remercié le Seigneur Jésus-Christ quand même. Sur cette antenne, je me suis dit, fallait quand même peut-être... C'est marrant parce que là-dessus, vous connaissez mes convictions, Louis. Moi, je suis toujours réservé parce que je me dis, et si Hakimi dit merci Allah, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'à ce moment-là, on dit, c'est un musulman, il utilise la c'est pour ça que c'est pas moi qui l'ai dit. Donc j'entends tout le monde qui dit ça. Moi, j'avais Neymar, 100% Jésus et compagnie. Moi, je dis juste, voilà, on prend tout, on prend rien. C'est-à-dire, soit on accepte que Désiré Doué dise merci Jésus, et Hakimi a le droit de dire merci Allah et de mettre les mains comme ça en remerciant le Tout-Puissant, et ça choque personne. Or, ça sera pas le cas. Donc moi, je suis plutôt à dire du calme sur ces sujets-là, parce que c'est trop facile et trop vite exploitable. Mais Dieu et le foot, il y a toujours un lien. Dieu était pour quelle équipe alors? Parce que mais oui, ça c'est la vraie question. Et Dieu, il est pour tout le monde. Pourquoi Dieu serait contre une équipe? C'est pourquoi Dieu est pour une équipe. Pourquoi Dieu serait contre une équipe? Les Italiens, quand même. Ils se font écraser. Je comprends ce qu'il dit. Du Seigneur indifférent et lointain. Je comprends ce qu'il dit. Oui, c'est sympa parce qu'il. C'est le tremblement de terre de Lisbonne. Il dit voilà, il dit sa foi. Donc oui, je le vois bien. Mais à un moment, les autres, ils ont aussi une foi. Donc alors, comment on fait? Il y a pas certains c'est permis et d'autres c'est pas permis. Maintenant, les gens commencent à se plaindre parce que les joueurs embrassent la pelouse en priant à là. Mais c'est ce qu'on a vu justement. Mais on a vu aussi des images de ce type. Oui, ils se signent aussi en rentrant sur le terrain. Donc, faut laisser les. Soit on dit c'est interdit, soit on les laisse faire. Enfin, si c'est pas ostensible. Voilà. Mais c'est interdit. Mais c'est forcément ostensible. Vous avez forcément une caméra. C'est pas quand même. Il s'est pas arrêté à genoux pendant 10 minutes en disant Sainte Vierge Marie. Il a fait son petit signe de croix, ça ne dérange personne. Et voilà, moi je suis un peu.
Pardon, c'est peut-être pas ce que pensent les auditeurs, mais moi c'est aussi là-dessus, je suis. Comment comprendre l'aspect finalement, ce qui n'est qu'un sport. Vous disiez tout à l'heure, Gérard, ça n'est que du foot, etc. Mais on s'aperçoit que aussi bien la violence que ça suscite que l'adhésion spirituelle que ça suscite. Mais ça, c'est un truc personnel. Ça ramène à Maradona. Il avait dit c'est la main de Dieu. La main de Dieu de Maradona contre l'Angleterre. Parce qu'il avait triché. Bien sûr. Alors il impute à Dieu la tricherie. Ouais, mais pourquoi Dieu était contre les Anglais, c'est difficile à savoir. Moi, c'est normal que Dieu soit contre des Anglicans. Moi, je pense qu'il faut laisser ça sur l'aspect personnel. Voilà, bon, il a le droit de dire ça. Il ne faut pas en faire des caradets, parce que sinon, on va encore, tout ce qui instrumentalise le sport, ça me plaît pas. C'est une émotion, qui ressort de cette façon-là. Il ne doit pas être utilisé. Voilà. Alors il y a aussi, je voulais vous livrer une phrase de Donnarumma, donc le gardien du PSG d'origine italienne. On lui a posé la question si c'était l'une des plus fortes émotions de sa vie. Oui, assurément, mais il a dit c'est plus fort de gagner avec l'équipe nationale parce qu'il y a tout un pays derrière soi, alors que le PSG, ça reste... Alors là, c'est mon interprétation, c'est pas lui qui l'a dit. Finalement, c'est quand même une équipe de mercenaires, objectivement. Ce sont des équipes de mercenaires. Sauf Marquinhos. Pourquoi 12 ans. Oui, 12 ans, oui, c'est sa longévité. Mais sinon, il y a un côté mercenaire dans ce foot de haut niveau qui fait que... Oui, mais toutes les équipes sont des équipes de mercenaires. L'OM, c'est une équipe de mercenaires. Non, mais vous avez au PSG, il y a 3 Reims, Portugais, un Italien. Je ne veux pas décliner les nationalités. Il y a une limite aux joueurs étrangers, je me souviens plus. Non, il n'y en a plus. C'est fini par Larry Bosman. On peut faire que des étrangers, bien sûr. Alors, Larry Bosman a été quand même fondateur dans l'histoire du foot, du foot moderne. Et encore, on est dans un PSG qui a un peu plus de joueurs français que par le passé. Il y a 3 joueurs de formation française, Dembélé, Doué, Barcola. Né à Vernon, Dembélé, né à Vernon en plus. Ouais, donc il y a une époque, il n'y a pas un Français. Oui. Voilà. Donc, mais ça, je comprends ce que dit Donnarumma, c'est son avis personnel. Non, mais ça, bien sûr. Enfin, on a tous lu les papiers, on a vu les images. C'est une sorte de deuil local à Marseille. Pas national, c'est un deuil local à Marseille, voilà. Ouais. Donc, quand l'équipe de France gagne, Marseille et Paris, c'est pareil. Quand l'OM gagne, à Paris, ça fait la gueule. Quand Paris gagne à Marseille. Mais est-ce que ça susciterait plus d'adhésion, j'entends, d'un pays tout entier si les clubs étaient plus représentatifs d'un pays, à l'image des équipes nationales, plutôt que des clubs de mercenaires? Non, mais avant un match de l'équipe nationale, on chante l'hymne national. Oui. On chante pas la Marseillaise avant un match de Ligue des Champions. L'antagonisme entre Paris et Marseille, il date bien avant l'arrêt Bosman. Je veux dire, qu'il y ait des étrangers, pas des étrangers, pour les gens, c'est Paris ou Marseille, peu importe leur carte d'identité. Non, mais les couleurs nationales, c'est autre chose. Enfin, l'amour du pays, c'est autre chose quand même que. Je comprends ce qu'il veut dire. L'amour d'un club, oui. Je pense qu'il fait allusion à sa victoire aussi à l'Euro. À l'Euro, exactement. C'est plus fort la victoire à l'Euro avec l'Italie. C'est ce qui sent lui. C'est ce qui sent lui. Bon, après, chacun. Non, mais je voulais vous le faire partager. Il y a aussi des joueurs qui jouent en équipe comme le PSG qui ne pourront jamais avoir un trophée européen. Ton Kvaratskhelia, le géorgien, lui, il a aucune chance. Donc pour lui, c'est le sommet. Vous voyez, Donnarumma, il a une sélection italienne, c'est comme un grand pays de football, il peut espérer. Tu vois, c'est pas pareil. Chaque joueur aussi vit différemment. Merci, on est déjà arrivé au bout de la seconde mi-temps. C'est sympa d'avoir été avec nous ce matin. Il n'y a pas de prolongation? Écoutez, j'aimerais bien. On va tirer les buts tirer les pénaltys juste à la sortie du studio. Merci à tous les trois. Laurent Geoffrin, le journal.info, Gérard Regenès, ancien rédacteur en chef journal de l'équipe, et François Morinière qui dirige le groupe Bayard et qui a dirigé l'équipe également.